Le frisson de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtres. Rendez-vous ancestral, l'arbre des générations. Le rendez-vous ancestral est un défi qui mêle généalogie et écriture. Le principe ? Partir à la rencontre de nos ancêtres à leur époque et construire un récit autour de cet événement. L'arbre des générations. J'arrivais au village du Poisat dans les premiers jours de février 1884. Un joli tapis blanc de neige recouvrait les hauts plateaux de l'Ain. Je demandais à voir Rose, ou plutôt la veuve Béraude, comme on l'appelait. On m'indiqua facilement sa maison, et là, on me montra le fond du jardin. « Vous voyez ce mélèze là-bas ? Elle est assise dessous. »« Mais par ce froid ?» Mon interlocuteur se mit à rire. « Oh ça n'a aucune importance. Elle en a vu d'autres. De toute façon, elle y est presque tous les jours, quel que soit le temps. J'ai réussi à la convaincre de prendre une couverture, mais je ne suis même pas sûre qu'elle l'utilise. » Je suivis un chemin tracé à petits pas dans la neige qui me mena tout droit vers un grand mélèze, seul au fond du jardin. Dépouillé de ses aiguilles, il semblait trembler de froid. Ou était-ce seulement moi ? En arrivant tout près, je vis Rose, assise sur un banc qui avait été installé là, tout près du tronc de l'arbre. Elle avait la tête penchée en arrière, regardant vers la cime des branches. Sa couverture était à moitié tombée par terre, mais elle semblait ne pas s'en être aperçue. Je la remis doucement en place et m'assis sur le banc, sans un bruit, ne voulant interrompre sa rêverie. Au début, je ne savais pas si elle m'avait remarqué. Mais après un petit moment, elle me dit, sans détourner les yeux, « Vous voyez ces branches de ce bel arbre ?» À mon tour, je penchai la tête en arrière. De ce point de vue, l'arbre semblait atteindre le ciel. « Je le vois, répondis-je. » Souriant, elle reprit, « C'est mon père qui l'a planté. Il m'a souvent raconté cette histoire. Il devait avoir 3 ou 4 ans, lorsqu'un jour, son grand-père lui dit de remplir une cruche d'eau. Il le prit ensuite par la main et s'éloigna de la maison. Oh, je dis maison, mais à cette époque, elle devait ressembler plutôt à une cabane. Mon père marchait précautionneusement sur ses courtes jambes malhabiles, veillant à ne pas renverser d'eau, cette eau si précieuse que sa mère avait puisée au puits le matin, comme elle le faisait tous les jours dès qu'elle se levait. Quand il me racontait cette histoire, il se rappelait la sensation de la main noueuse de son grand-père serrant fort la sienne, petite et lisse, presque perdue dans cette main trop grande qui avait si souvent retourné la terre, quelque peu ingrate, de nos plateaux. Rose fit une pause, pensant peut-être à ses mains, au lien entre la rugueuse et la douce, à la transmission entre les deux. D'une main à l'autre, d'une génération à l'autre. Peut-être qu'elle voyait dans ce tronc noueux cette main rude, une main d'adulte taiseux, qui probablement ne devait pas souvent prendre la main enfantine dans la sienne. C'était peut-être pour cela que Pierre Béraude, le père de Rose, s'en rappelait si bien. Enfin ils arrivèrent ici, à cet endroit, précisément où nous sommes, enchaîna Rose. Grand-père Jean-François dit à son petit-fils de poser la cruche à terre, ce que l'enfant fit avec un certain soulagement, celui de ne pas avoir renversé la précieuse eau. Son aïeul mit les genoux à terre et demanda au petit de bien écouter ce qu'il allait lui dire. Étonné, mais tout oui, l'enfant devint soudain grave et attentif, sentant que ce qui était en train de se passer n'était pas ordinaire. Ses yeux s'agrandirent et il buvait les paroles de ce gentil vieillard qui d'habitude en était plutôt avare. Jean-François ouvrit son autre main, révélant son trésor. Pierre se pencha et observa bien, comme on le lui commandait. C'était petit, marron, d'une forme biscornue, vaguement triangulaire. Pierre n'en avait jamais vu. « Tu vois ça, petit ? C'est une graine. Aujourd'hui, nous allons la planter ici. Et quand tu seras vieux comme moi, elle sera devenue un bel et grand arbre. » Pierre était prêt à croire à peu près n'importe quoi et faisait tout pour assister aux veillées et entendre les histoires merveilleuses qui s'y racontaient.
Mais que cette chose minuscule et sans forme devienne un arbre, ça, sûrement pas. Le grand-père y devait avoir perdu la tête. Mais Pierre n'osa pas protester. Alors il regarda simplement son aîné de ses grands yeux. Parce que tu vois ici, poursuivit-il, c'est la position idéale. Pas trop près de la maison, comme ça, quand l'arbre sera grand, il ne pourra pas tomber dessus s'il y a une grande tempête. Mais pas trop loin non plus, comme ça on pourra en profiter. Le vieil homme fit un trou avec son index et demanda à Pierre de joindre ses deux mains ouvertes, ce que fit l'enfant. Le grand-père déposa délicatement la graine au creux des mains du petit, comme une offrande, et lui dit de déposer la graine au fond du trou. Une fois fait, il reboucha le trou et demanda à Pierre de prendre la cruche et de renverser son contenu sur le petit tas de terre fraîchement comblé. Verser de l'eau, c'était plus facile que de la transporter. Pierre fit avec joie ce qu'on lui avait réclamé. Et un jour, tu pourras couper l'arbre et faire une belle maison bien solide avec. Alors là, c'était le pompon. Comment on pouvait faire une maison avec une chose qui tient dans une main? Ils rentrèrent à la maison, et rapidement l'enfant oublia la graine et cette histoire farfelue. Quelque temps après la Noël, au début du mois de février, son grand-père tomba malade. On ne l'autorisa à le voir qu'une seule fois, et ce jour-là son grand-père lui dit d'une voix rauque ces derniers mots. N'oublie pas la graine, petit. Occupe-t'en comme si c'était ton enfant. Il mourut le lendemain. Pierre fut bien triste, mais comme souvent à cet âge, le chagrin passa vite. Cependant, impressionné par les dernières paroles de son grand-père, il n'oublia pas la graine. Un beau jour, un petit quelque chose sortit de terre à l'endroit précis où ils avaient planté la fameuse semence. Il passa un long moment à le regarder, encore dubitatif sur le soi-disant arbre majestueux qui devrait apparaître ici. Dans la maison, à un rythme régulier, les petites sœurs se succédaient dans le berceau qui avait été le sien. Son père consolidait et agrandissait la maison quand il le pouvait. Quand Pierre eut enfin un petit frère, la graine était devenue un buisson. Puis il y eut d'autres enfants, et d'autres événements aussi, comme cette révolution dont tout le monde parlait. Pierre avait 12 ans. D'aucuns disaient que maintenant le monde allait avoir une vie meilleure, et que la pauvreté disparaîtrait très vite, maintenant que le roi était mort. Pierre, lui, voyant son arbre, pensait que les choses n'iraient peut-être pas aussi rapidement, et qu'il faudrait être patient. Tout aussi régulièrement que les saisons, les régimes se succédaient. Directoire, consulat, Premier Empire. En 1798, Pierre avait épousé une fille du village, Marie-Thérèse. Eux aussi eurent une flopée de gamines, et un seul fils. Moi, je viens après Blaise, poursuivit Rose. Je suis la 5e fille, et il y en a encore eu 2 autres après moi. L'année d'après ma naissance, les Autrichiens envahirent l'arrondissement de Gex. Mon père a bien cru qu'il y allait avoir la guerre. Mais finalement, le traité de Vienne a arrangé les choses. On a supprimé le département du Léman et on a récupéré le territoire de Gex. Quand j'ai eu 10 ans, un nouveau diocèse a été créé à Belley. Les temps ont bien changé, mais la misère n'a pas disparu pour autant. L'agriculture s'est profondément transformée, des techniques modernes se sont développées, comme l'apparition des engrais, de la charrue, des comices agricoles. Dans les basses terres, la viticulture s'est répandue. De nombreux étangs ont été asséchés, et les fromageries se sont multipliées. Le chemin de fer et l'industrialisation ont attiré les jeunes vers les villes. La montagne s'est dépeuplée petit à petit. Ma mère nous a quittés lorsque j'avais une 12aine d'années, mais mon père était toujours là, le pilier de la maison. Puis vint le jour de mon mariage. Mon père était fier, car j'épousais un instituteur primaire, Jean-François Béraude. Lui dont les ancêtres n'étaient que de pauvres journaliers. Un jour, je vis mon père qui regardait fixement vers le fond du jardin. Étonné, je demandai ce qu'il regardait. L'arbre, me répondit-il. Il y a un grand arbre au fond du jardin. Je ne comprenais pas. Il a toujours été là, cet arbre. Et dans un sourire énigmatique, mon père me répondit. Presque, oui, presque. Ce n'est que bien plus tard que j'appris comment une graine minuscule était devenue un bel arbre, ainsi qu'un vieil homme l'avait promis à un jeune enfant. Ce jeune enfant était devenu un vieillard à son tour,
Mais tout noueux qu'il était devenu, il ne manquait pas de venir chaque jour voir si son arbre allait bien. Il veillait sur lui comme sur ses enfants. Intrigué, un jour, je lui ai demandé ce qu'il avait de particulier, cet arbre. Et c'est ainsi que j'ai su cette histoire. À mon tour, j'ai eu des enfants. En écoutant Rose dire cela, je pensais alors à sa fille Zélia, qui était mon ancêtre direct, la grand-mère de ma grand-mère Marcelle. Rose poursuivit. Aujourd'hui, mon père nous a quittés. Il avait plus de 90 ans. Dire qu'il trouvait que son grand-père était âgé et il n'avait que 68 ans à son décès, lui. Mais lorsqu'on est un enfant, un adulte, c'est déjà un vieillard. C'est en souvenir de lui que je viens ici tous les jours, maintenant que je suis vieille à mon tour. Sais-tu qu'il y a 101 ans que cet arbre a été planté? Cela paraît une éternité. Et pourtant. Mais c'est bizarre. Depuis que mon père n'est plus là, l'arbre est comme malade. Mes fils disent qu'il faudrait l'abattre. Cela me rend triste. Mais tu sais quoi? Me dit-elle dans un souffle. J'aimerais bien que de ces planches on fît mon cercueil. Comme ça, je sais que mon père veillera sur moi comme il a pris soin de cet arbre. Sur cet aveu, je m'en allai. Rose s'éteignit la semaine suivante, et comme elle le souhaitait, on fit son cercueil grâce au vieil arbre abattu. Celui qui, d'une petite graine dans les mains d'un enfant, accompagna les vies de 5 générations et veilla au sommeil éternel d'une vieille femme dont le même sang coulait dans les veines, comme la sève dans celle du grand arbre au fond du jardin. Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtres.